Bonjour Vincent Zonca, je suis très heureux d'échanger avec vous, même si c'est par la force des choses à distance, dans la partie la plus éloignée du Canada, puisque vous êtes du côté de Vancouver, sur la côte ouest. On avait eu ensemble l'occasion de se croiser lorsque j'étais conseiller du ministre de l'Éducation nationale et j'avais initié à l'époque une coopération avec la Maison des écrivains de la littérature, la MEL pour les intimes, dans le cadre d'un projet d'éducation et développement durable qui associait la science, la littérature et la poésie. Et je vous avais remarqué, avec une sensibilité, une forme de subtilité particulière, mais je ne vous avais pas encore lu. Depuis, je vous ai lu. Et au fond, cette interview est liée à la lecture que j'ai faite et qui inspire beaucoup, en fait, la démarche de l'association Les Nouveaux Chemins. Et j'espère que ce que je pense être le cas, nous nous retrouvons dans cette symbiose que vous évoquez brillamment dans cet ouvrage donc, qui s'appelle Lichen pour une résistance minimale, qui a été publié aux éditions Le Pommier en janvier 2021 et qui est une espèce d'expression métaphorique pour ce qui nous concerne, la plus aboutie de ce qu'on pourrait viser pour l'association. Avec une érudition absolument encyclopédique, parce que vous parcourez tous les mondes, les continents, les époques, les expressions littéraires, poétiques, philosophiques, artistiques, vous passez par des recherches scientifiques, le spirituel et le politique n'est pas absent non plus de votre démarche, et d'une façon discrète, je dirais, tenace, universelle, façon lichen d'une certaine façon, vous parlez de ce végétal un peu bâtard au fond, et j'ai appris ça de vous, qui est à la fois un champignon, une algue, une matière nutritive, quelque chose qui pousse sur des supports dont il n'absorbe rien. Bref, j'ai appris des choses étonnantes de ce livre qui, évidemment, nous amène à une invitation de réflexion métaphorique. Je vous propose donc que vous parliez de cette attention que vous avez, vous, très particulière au vivant, dont vous témoignez d'une façon si remarquable. Alors, première question, pourquoi s'être intéressé à cette réalité inaperçue? Pourquoi une telle attention au vivant? Qu'est-ce qui suscite l'émerveillement et produit une sorte d'éthique de l'attention de votre part? Merci Samuel et bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et vous féliciter pour le lancement des Nouveaux Chemins, dont j'ai hâte de voir les développements et projets ultérieurs. En tout cas, je tenais à vous remercier en effet pour cet échange. Les lichens, en effet, c'est un organisme vivant, à la fois champignon, à la fois végétal, qui contient également tout un microbiote, donc un organisme complexe, qui m'a en effet fasciné, je dirais, pour différentes raisons. La jeunesse de ce livre a commencé il y a une dizaine d'années en lisant de la poésie. À l'époque, je préparais une thèse en littérature comparée et parmi les poètes sur lesquels je travaillais, certains mentionnaient, dialoguaient avec les lichens. Je veux parler par exemple d'Antoine Aimaz ou de Nono Judice, grands poètes contemporains français et portugais qui sont d'ailleurs décédés il y a quelques années, très récemment, malheureusement. Et cela m'a tout de suite intrigué et a fait écho en moi à des paysages de la campagne bourguignonne où je passe encore beaucoup de temps quand je suis en effet en France, et campagne où se trouvent justement de nombreux arbres, roches couverts de lichens qui m'ont toujours, je dirais, intrigué. Et je dirais le point de départ de cette réflexion a été justement le fait de me rendre compte de l'omniprésence de ce type d'organisme au fonctionnement si particulier et en même temps si peu connu, ou en tout cas si peu popularisé. C'est-à-dire que pour avoir accès à des connaissances, ou en tout cas ne serait-ce qu'à une sensibilité à ce type d'organisme, ils font partie de ce que les scientifiques appellent la biodiversité négligée. Et plus je découvrais, plus je lisais des livres scientifiques essentiellement sur les lichens, plus je lisais ces poètes, plus je découvrais en effet un monde riche en complexité, riche en enseignements, à la fois sur les organismes en tant que tels, mais aussi sur notre rapport à eux et sur notre rapport à l'écologie. Est-ce que ça peut être aujourd'hui un bioindicateur par rapport
aux enjeux climatiques et aux préoccupations scientifiques et politiques qui sont celles du temps contemporain? En effet, un être vivant mi-végétal, mi-fongique, donc, et tout à la fois cela. Ils sont à la fois en effet un bioindicateur et utilisés comme tel par les scientifiques et les écologues, dans le sens où ils n'ont pas de cuticule de protection au niveau de leur tâle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de filtre, si l'on veut, à la surface de leur corps fongique, si je résume simplement, ce qui fait qu'en effet, ils absorbent tout, comme les champignons d'ailleurs, tout ce qui vient dans l'air D'accord. dont ils se nourrissent. Et en fait, ils sont donc de ce fait très sensibles aux variations de la qualité atmosphérique et ils sont en soi, par ailleurs, très sensibles au dioxyde de soufre. Ils vivent dans des écosystèmes que l'on dirait particulièrement instables ou particulièrement extrêmes. On parle d'organismes extrémophiles, c'est pour ça qu'ils sont souvent les seuls à vivre, par exemple, sur les façades d'immeubles en ville ou sur les troncs d'arbres ou autres falaises escarpées, avec des variations parfois je dirais de température, mais aussi de conditions écologiques très, très extrêmes. Donc, de ce fait, ils sont souvent. C'est pour ça qu'il y a une forme de résistance, c'est dans le sens où ils sont ils sont souvent les seuls à être présents sur ce type de support ou en tout cas de micro-habitat, en compagnie par exemple de certaines mousses sur les arbres, etc. Et donc, du fait de leur capacité symbiotique, en fait, c'est vraiment lié à leur capacité à faire vivre ensemble, à faire cohabiter un champignon et une algue, qui leur permet de développer, je dirais, des capacités anti-gel, anti-UV, à justement permettre de vivre sans humidité pendant un an dans un désert, puis dès qu'il y a un peu de brume, de revenir à la vie, grâce aux produits formés par la symbiose entre l'algue et le champignon, qui permettent de coloniser ces espaces. Et en effet, ils sont déjà utilisés comme bioindicateurs de la qualité de l'air par les scientifiques, les écologues. Donc, soit par bioaccumulation, soit par bioindication, c'est-à-dire que soit les scientifiques effectuent des prélèvements dans le corps du lichen pour voir justement quels polluants se trouvent emmagasinés dans leur corps, soit par bioindication, c'est-à-dire qu'on va faire des repérages, comme vous l'évoquiez avec l'idée d'une carotte. Alors, une carotte, c'est peut-être plutôt on va prélever, donc c'est plutôt le premier exemple, mais on va faire des repérages en ville, par exemple, une cartographie du nombre d'espèces et de la répartition des espèces de lichens pour voir justement est-ce qu'il y a une pollution acide élevée marquée par le dioxyde de soufre que j'évoquais. Et ce qu'on en observe par exemple, c'est qu'en ville, à partir des années 1960-1970, avec les efforts entrepris sur les installations industrielles et sur justement les changements de peau catalytique des voitures, il y a je dirais une modification de la pollution urbaine qui implique le retour de certaines espèces de lichens en ville. On voit très souvent en ville, notamment ce lichen jaune. Néanmoins, ils ne sont pas spécialement sensibles aux pollutions, à l'ozone et aux oxydes d'azote. Donc, ils ne permettent pas forcément, par leur cartographie, de repérer d'autres types de pollution, indicateur d'un degré d'humidité dans les forêts, et donc justement d'être aussi un bioindicateur hygrométrique pour veiller justement à la santé des forêts. Politique au sens large, dans le sens où en effet, ils témoignent de l'évolution de nos écosystèmes. Du coup, ça m'amène vers une autre question, c'est parce que vous en parlez beaucoup et c'est très très intéressant dans votre ouvrage, c'est les expressions de la création intellectuelle et artistique qu'a suscité le lichen. J'aimerais bien que vous en disiez quelques mots ici ou là, d'ailleurs, dans quelques civilisations que ce soit, quelques temps que ce soit. C'est très très passionnant ce que vous dites à cet égard-là dans votre ouvrage. Je suis un fervent défenseur de la transdisciplinarité. J'ai eu moi-même, comme vous l'évoquiez, durant ma jeunesse, était curieux de beaucoup de disciplines et beaucoup de choses. Donc, il a été toujours assez redoutable de devoir faire des choix d'un bac scientifique vers une agrégation de lettres en passant voilà, par d'autres intérêts. Et je pense en effet que cette transdisciplinarité est aussi une clé pour ces nouveaux chemins que peut-être vous souhaitez emprunter
et pour mieux justement réfléchir à notre condition contemporaine et aux questions environnementales. Dans ce contexte, dans cette réflexion autour et avec les lichens, j'ai mentionné tout d'abord quelques poètes, Antoine Emas, Nuno Judice notamment. Ça pourrait être également Camillus Barbaro, qui était justement à la fois poète et lichénologue, qui a justement réussi la prouesse d'être connu à la fois par les scientifiques en tant que lichénologue et aussi par ses écrits, mais surtout en tant que lichénologue, et être reconnu également par ses pairs poètes en tant qu'écrivain au XXe siècle, début XXe siècle. Donc, il y a en effet, par exemple, ces poètes, et je tiens aussi à rappeler que les poètes et les écrivains, on peut aussi évoquer Thoreau, qui a écrit de sublimes pages sur les lichens dans son journal, sont également des artistes. Mais je pourrais, par exemple, citer peut-être 2 ou 3 autres exemples. La première, c'est une artiste française qui s'appelle Pascale Gadon-Gonzalez, qui justement réussit, grâce à des dialogues avec des laboratoires scientifiques de pointe et des équipements de microscopie particulièrement performants, de montrer justement, de rendre visibles les points de contact au sein du lichen entre les cellules algales et le champignon, c'est-à-dire justement ces points de connexion, c'est-à-dire le cœur même de la symbiose, tout en dialoguant. Il ne s'agit pas simplement de rendre visible par des instruments scientifiques, mais aussi par sa démarche et sa créativité, de montrer justement les interactions entre le macro et le micro, et de réfléchir aussi par le biais du médium photographique, comment rendre visible justement cette symbiose. Je peux aussi évoquer brièvement un artiste céramiste, contemporain également, Léo Battistelli, qui est basé à Rio de Janeiro, mais qui est d'origine argentine, et qui justement, par ces énormes lichens en céramique, qui sont ensuite installés sur les murs, cherche à licheniser, je reprends ces termes, les espaces d'exposition pour justement montrer l'importance de cette biodiversité négligée et de cette bioindication pour justement veiller à nos écosystèmes. Et un dernier point, parce que vous l'évoquiez, sur d'autres, je dirais aussi des cultures plus peut-être éloignées que les nôtres et qui sont intéressantes justement parce que justement elles dialoguent avec les nôtres et elles ont aussi peut-être aussi un autre regard sur cette biodiversité qui est pour nous négligée. Je voudrais par exemple évoquer l'Asie de l'Est et notamment le Japon. Et si l'on regarde, ce qui est très intéressant, c'est l'histoire de la peinture traditionnelle japonaise qui dialogue aussi avec l'histoire de la peinture chinoise, coréenne, etc. Mais c'est que les lichens, contrairement, je dirais, globalement à l'histoire de la peinture occidentale, ont toujours cherché à représenter les lichens sur les troncs d'arbres, sur les murs, sur les surfaces. Donc il y a aussi une sensibilité à cette idée de montrer des surfaces ou de montrer des êtres vivants qui ne sont pas lisses, nus, propres, mais au contraire sans cesse recouverts de textures et de ce qui apparaissent comme une sorte d'ornement ou des fleurs d'écorce. C'est une expression que j'apprécie beaucoup pour décrire ce fait. Du coup, ce lichen tellement discret devient l'objet d'une imagination extraordinaire qui nous amène peut-être vers la dimension métaphorique de votre travail, c'est les analogies politiques qu'on peut faire et qu'on a immédiatement en tête sur cet aspect de quelque chose de vivant, rudimentaire, unitaire et en même temps complexe et multipolaire. Et se demander au fond, qu'est-ce que ça dit de la position du sujet dans cette postmodernité? En effet, dans cet ouvrage, j'ai également veillé à réfléchir aux différentes modélisations, aux métaphores que le lichen pouvait proposer ou pouvait dessiner. Et alors, dans un premier temps, à chercher aussi à déconstruire peut-être aussi les regards qui décrivaient le lichen, parce que ce soit des scientifiques aux artistes ou aux philosophes, chaque mot utilisé pour décrire les lichens ou chaque je dirais, réflexion porte un regard, porte un point de vue et traduit justement aussi un positionnement. J'avais l'occasion dans ma jeunesse de voir à Paris son magnifique moussier, c'est-à-dire qu'il herborisait très souvent dans la campagne suisse et notamment il a créé une sorte d'herbier de mousse ce qu'on appelle un moussier. Il s'intéressait dans ce contexte-là également au lichen. Et ce qui est intéressant du côté de Rousseau, par rapport justement
comment dire, aux valeurs qui sont retenues ou qui sont projetées sur les lichens pour nous humains, et ça me permettra de répondre à votre première question ensuite, c'est dans le discours de Rousseau, cette volonté de se dire on peut tout à fait herboriser autour de chez soi sans forcément aller sur d'autres continents. Donc c'est vraiment pour lui cet renversement de valeur entre d'un côté l'exotique et de l'autre côté, j'utiliserai un mot, un concept qui s'appelle l'endotique. Donc c'est justement cette opposition entre rechercher toujours ce qui est du côté de l'ailleurs, dans un ailleurs géographique, en tout cas dans une distance, alors qu'en réalité, cet ailleurs, cette étrangeté, on peut aussi l'observer dans notre quotidien. Et on voit tout de suite, en effet, le lien qu'on peut faire avec la pensée de Rousseau, qui est une pensée du local, et ancrée justement dans des petits périmètres, dans cette idée justement de local, de modestie, etc. Il y a notamment cette idée je dirais, de ce qui est banal, quotidien, proche. L'idée justement que le lichen pousse tout autour de nous et qu'on l'observe très peu. Donc cette idée, comme chez Rousseau, d'inviter à regarder ce qu'il y a autour de nous, pas simplement les belles forêts qui sont à l'extérieur de nos villes ou dans les parcs bien aménagés, mais aussi cette biodiversité urbaine qui pousse sur nos murs, sur nos trottoirs et qui est souvent pas forcément regardée. Et qui, d'un point de vue, je dirais, ce positionnement qui a aussi des implications sociales, politiques, évidemment, qui est retenu du lichen dans les discours contemporains, et ce qui me semble aussi, à titre personnel, important pour réfléchir à notre monde actuel. Il y a notamment cette idée de fonctionnement symbiotique. Je pense que nous y reviendrons, mais l'idée justement que c'est un organisme qui fonctionne donc, par une symbiose mutualiste, c'est-à-dire que chacun des composants du lichen, chacun des êtres vivants qui font lichen, échangent mutuellement des bénéfices, et c'est grâce à cet échange mutuel de bénéfices que cet organisme vivant, que par cette interaction, qu'il peut justement développer des résistances et survivre à des conditions que d'autres organismes vivants seraient bien en peine de résister. Au fond, est-ce que ça pourrait inspirer, selon vous, avoir une traduction sur une organisation politique? Est-ce qu'on pourrait faire un projet politique lichen? C'est une question très vaste. Je pourrais déjà répondre en disant que, en effet, mon travail déjà consistait à voir ce qu'il y avait aussi d'idéalisme dans la perception que nous avions des lichens. Donc, s'agit-il véritablement d'une symbiose mutualiste parfaite, ou est-ce que cette symbiose, ce mutualisme est orienté par l'un des deux principaux partenaires, champignons et lichen, qui font lichen? Ça, c'est un premier point que je tenais aussi à mentionner. Également, j'évoquerai que certaines penseuses et penseurs ont également déjà réfléchi, que ce soit dans un contexte occidental, européen ou dans d'autres contextes, à la notion de symbiose appliquée à d'autres champs que le champ scientifique, parce que c'est un concept qui a en effet été pensé à partir des lichens, grâce les années 1860, à la découverte par la microscopie que ce que nous pensions être une sorte de champignon, de mousse, on ne savait pas trop, contenait en fait en lui des lichens, des algues, des cellules microscopiques d'algues. Donc c'est vraiment par cette observation scientifique que ensuite le terme de symbiose a été pensé scientifiquement, puis ensuite en langue. Et on observe aujourd'hui des penseuses et des penseurs qui justement utilisent le mot en tout cas pensent le concept de symbiose hors champ scientifique, donc du côté de l'économie par exemple, du côté de l'écologie, du côté de la politique, du côté de l'architecture, par exemple au Japon avec Kurokawa. Donc en effet, on assiste à une sorte de renouveau et de développement de la pensée symbiotique aujourd'hui, qui traduit, je pense, en effet, un moment de crise au sens très large du politique, c'est-à-dire comment faire vivant ensemble, comment faire société ensemble avec les autres qu'humains, et justement cette pensée ce concept de symbiose qui signifie littéralement en grec vivre ensemble, cohabiter durablement, c'est du politique. Un modèle justement où le fonctionnement symbiotique, le fait de mutuellement d'échanger des bénéfices, permet en effet de résister à des conditions
qui pourrait être sinon hostile. Donc c'est en effet, dit comme cela, une image particulièrement saisissante. Je crois vraiment que la démarche que vous avez peut être un socle d'éducation. Ce lichen avec cette idée des complexités en fait, qui font sens au bout du compte et qui aboutissent à des équilibres globaux. C'est ce qu'on appelle chez nous l'éducation au développement durable, mais c'est plus que ça, parce que c'est aussi l'éducation artistique et culturelle. C'est tout, en fait, c'est l'éducation scientifique. Et ça renvoie presque à un projet pédagogique. Vous trouvez une entrée qui est celle du sens, en fait, de quelque chose qui pourrait faire sens pour des enfants, y compris par rapport au premier point que vous abordiez. On parle souvent de crise climatique, mais le climat, ça ne se voit pas au quotidien. En revanche, la biodiversité, c'est une façon au quotidien de voir les évolutions du climat. Et le lichen lui-même, non seulement donne ce genre d'éléments de compréhension de l'évolution climatique de la société, du monde contemporain, mais donne aussi une idée de ce lien qu'on peut faire entre tous les éléments du vivant, en fait. Et comment on en fait un projet éducatif. Vous qui êtes pédagogue, au fond, comment vous verriez ça à l'éducation nationale? Est-ce que ça vous paraîtrait possible à un moment que, je dirais, une méthode lichen existe et qui associe en fait des savoirs pour faire en sorte que les élèves aillent vers cette connaissance un peu universelle du monde, et de même d'ailleurs, puisque vous disiez que nous étions nous-mêmes, au fond, une espèce de consortium de toutes sortes de choses, un peu comme le lichen. En effet, je pense que dans le cadre de l'écriture de ce livre, je tenais à la fois par cette approche transdisciplinaire, à inviter les lectrices et les lecteurs de tout âge à justement être sensibles aux vivants qui nous entourent et aux vivants peut-être le moins regardés ou le moins, je dirais, subjectivement attirants. Et donc, ce livre-là, qui est à la fois évoque les sciences, évoque les arts, évoque la philosophie, et, je l'ai conçu justement dans une perspective également de partage, comme un exercice d'attention et de rapprochement à cette biodiversité, je dirais, plus triviale, plus négligée. Donc, il y avait vraiment dans cette entreprise une dimension, je dirais, pas forcément pédagogique au sens strict, mais en tout cas la volonté d'encourager, de stimuler euh, un mode de relation à certains organismes vivants ou à certains écosystèmes. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement le fait de pouvoir, à partir des lichens par exemple, de penser une transdisciplinarité des approches entre donc des disciplines scolaires, universitaires également, pour justement s'affranchir de certaines frontières, pour aussi bien sensibiliser sur des questions écologiques, en mobilisant à la fois des connaissances scientifiques, des compétences artistiques, des modes de relation, je dirais, plus sensibles, qui font également partie du scientifique. Et je pense qu'en effet, ce genre d'approche transdisciplinaire, par des ateliers, je dirais, de création, de réflexion, de pérégrination urbaine, par exemple, ne peuvent être que profitables justement pour renouer avec le vivant qui nous entoure et sans forcément le mettre à distance. La forêt qui est par opposition à la ville, les écosystèmes glaciaires qui en effet subissent de plein fouet le changement climatique, tout comme des écosystèmes dans lesquels nous pouvons vivre. Donc je crois en effet de façon très fervente en l'utilité de réfléchir à de nouvelles transdisciplinarités et de nouvelles méthodes de travail qui justement allient, je dirais, une pratique aussi de terrain et une pratique aussi de réflexion en classe. Peut-être on va, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, conclure en fait cette discussion qui dit, j'espère, qui éveillera la curiosité de ceux qui nous auront écoutés pour vous lire, et au-delà pour réfléchir à ce que, en termes de comportement personnel, de lien social, de curiosité,
vous parliez de ça vraiment, de curiosité, de méthode, comment on va vers le savoir, comment on décrypte le réel autour de soi, comment les choses peuvent se faire. Et tout ça, en fait, ça ne parle pas d'opinion, hein, ça parle d'analyse. Et cette analyse-là, elle aboutit à quelque chose qui donne du sens, même de l'espérance. Au fond, le lien entre le scientifique, le poétique, le philosophique et le spirituel n'est pas loin. En fait, on est dans quelque chose qui finalement d'abord donne sens et qui pour nous, notre association, sera une espèce de parrainage, si vous voulez bien, pour les nouveaux chemins. Voilà, ces nouveaux chemins, au fond, seront parcourus de lichens divers, d'une personnalité à une autre, d'un talent à un autre, d'une vision à une autre, d'une curiosité à une autre, et puis d'un lien de vous à une autre personne, peut-être à un moment, pourra-t-on organiser des dialogues entre des personnalités qui s'interrogent en fait sur le monde qui nous constitue et que nous constituons tous ensemble. Mais si vous voulez, je vous laisse le dernier mot. Et je vous remercie beaucoup de cet échange que nous avons eu. Je tiens à vous remercier pour cette invitation, pour cette conversation très stimulante. Et je voudrais peut-être conclure sur cette image. Régulièrement, quand je vais dans des parcs urbains ou dans les forêts, ce qui me frappe, c'est le fait de se rapprocher, par exemple, d'une souche, d'un tronc d'arbre. Et en fait, quand le temps que l'on met à ce que notre vue s'adapte à la vision micro de ce micro-habitat, de cette petite souche, de ce qui pousse sur cette souche, on voit que progressivement, on distingue une forme très globale, sans véritablement beaucoup de biodiversité visible. Et en fait, au fur et à mesure que notre vue s'adapte, comme une focale, de caméra, de lentilles, on voit progressivement apparaître toute une diversité de plantes, de champignons, d'organismes vivants. Et par cette image, je souhaiterais justement inviter, c'est une image aussi qu'on peut, enfin, ce n'est pas qu'une image, c'est aussi je dirais une réalité, mais je dirais d'inviter justement, voilà, à varier justement les points de vue et à faire cet exercice de l'attention pour mieux être sensible à ce qui nous entoure. Merci infiniment, Vincent Zonca.